Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous nous parlez donc d'un robot humanoïde qui s'appelle Néo, qui promet d'aider à la maison, plier le linge, ouvrir les portes, ranger les pièces, charger le lave-vaisselle. Bon, c'est le rêve, ce robot, vous l'avez testé ou qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En tout cas, c'est un robot qui essaye d'être un robot cool parce qu'il a pas mal de, pas mal de promesses. Cool, il a l'air, voilà, en tout cas, les promesses sont assez gigantesques. Il fait seulement 1m67, une trentaine de kilos. Il est très discret, c'est-à-dire qu'il fait 22 décibels. On l'entend quasiment pas fonctionner. Et la promesse, effectivement, c'est d'aider à toutes les tâches ménagères. Ça peut quand même être ce qu'on pourrait, voilà, ce que s'apparenter à un mec cool. Et effectivement, il doit pouvoir. Alors, il y a la fluidité de ses mouvements, on le voit à l'écran, et il doit pouvoir saisir des objets, les ranger, apporter des charges, allumer, éteindre la lumière. On le voit même, on l'a même vu aider pour faire la vaisselle, pour ouvrir des portes. Et il doit apprendre tout seul. Tout ça, ce sont des promesses assez géniales. Et surtout, il est extrêmement fluide dans son utilisation. Il a été mis au point par une société norvégienne, iX Technologies, et il suscite déjà beaucoup d'engouement dans la part des sociétés d'intelligence artificielle. Mais c'est presque trop beau, tout ça pour être vrai. Bref, on n'est pas encore robot cool qui veut. Et comment il fonctionne alors ce robot? En fait, en creusant un tout petit peu, on se rend compte qu'il ne fonctionne pas tout seul. Il a un système de pilotage qui repose sur une téléopération via un casque de réalité virtuelle. En réalité, il y a un humain derrière, un opérateur qui est situé à distance, qui peut voir à travers ses yeux en temps réel et diriger ses bras pour exécuter des tâches précises. Donc en réalité, on pourrait acheter ce robot qui coûte quand même $20 000, donc c'est pas donné. Et là, on voit ce que voit l'opérateur pour pouvoir l'aider au quotidien. Mais en réalité, c'est ce robot qui apprend grâce à vous, grâce à votre domicile, et ça pose énormément, bien sûr, de questions de vie privée, mais la société explique qu'elle va flouter certains visages à la demande, ne pas aller dans certains endroits, bref, vous laissez toute votre tranquillité. Ça ressemble en réalité à toutes les problématiques, vous savez, des robots aspirateurs qu'on laisse cartographier chez vous, de plus en plus prendre les objets, des chaussettes par exemple, qui traînent un peu partout. C'est absolument fabuleux comme promesse, mais ça peut aussi poser des questions de vie privée, tout simplement. C'est vrai qu'on dirait un costume d'Halloween, vu que ce soir c'est Halloween. Les robots humanoïdes, Guillaume, est-ce qu'ils seront un jour autonomes? Oui, alors on voit énormément de vidéos assez spectaculaires. On a vu récemment Unitree, là, donc ça c'est la version numéro 1. On voit à quel point il est capable d'équilibre. C'est assez dingue. On l'avait vu faire du kung-fu, faire du salto arrière, se déplacer à plus de 12 km/h. Et il y a une dizaine de jours, en fait, la nouvelle version de Unitree est apparue avec des hanches encore plus larges, capables d'encore plus d'équilibre. Et on voit également des prouesses. Donc Unitree, on est en Chine. Figure dont on voit un des exemplaires à l'écran, c'est une société californienne là qui promet en réalité de nous seconder, de nous assister sur des tâches extrêmement répétitives. L'idée là aussi, alors les deux premiers modèles de figure étaient là aussi téléopérés, c'est-à-dire qu'il y avait besoin de personnes pour les guider, et on va vers de plus en plus d'autonomie, mais on voit bien que même si on travaille en réalité sur des doigts tactiles à haute fidélité capables de détecter différentes pressions, en réalité, c'est ça qui est assez fabuleux dans l'exemple qu'on voit à l'écran, eh bien, qu'on a encore beaucoup de mal à avoir des robots qui soient totalement autonomes. On a beaucoup vu des robots humanoïdes qui étaient sur des roues parce que c'est très difficile pour eux d'avoir un équilibre et en même temps de porter des objets. Ça, on s'en rapproche, mais on a encore du mal à avoir une totale autonomie. Il y a pourtant certains projets qui paraissent particulièrement prometteurs. Oui, moi j'ai bien aimé parler avec plusieurs chercheurs, notamment Ludovic Righetti de l'Université de New York, chercheur en robotique entre autres, ou encore Yann Lequin qui a des grandes responsabilités en intelligence artificielle chez Meta. Je les avais interrogés à l'occasion, c'était il y a tout juste un an, c'est que lorsque Tesla avait montré les toutes dernières versions de son robot Optimus et on voyait Optimus parler, en réalité on s'est rendu compte que là aussi on était dans des conversations soit répétées, soit opérées à distance, donc il y avait un petit peu de tromperie. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir des travaux comme ceux que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire que l'on doit à l'université de Zurich, le TH de Zurich, une université assez fabuleuse, et qui va travailler sur des
des robots capables de beaucoup de liberté de mouvement. Ce qu'explique Yann Lequin, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il faut que pour que le robot prenne davantage d'autonomie, il puisse associer des images qu'il perçoit à des gestes. C'est un petit peu comme apprendre à un enfant à se mouvoir, à comprendre son environnement. Et c'est ce type d'aller-retour qui va être très intéressant à suivre parce qu'aujourd'hui, on a d'un côté les modèles de langue qui peuvent nous donner l'impression d'avoir une certaine intelligence. On est dans les robots conversationnels. On a des robots qui nous ressemblent physiquement, mais qui ne sont pas capables de beaucoup d'équilibre, même si on fait beaucoup de progrès. En tout cas, pas beaucoup d'autonomie. Et c'est cette jonction qu'il faudra réussir à faire. Et puis le revers de la médaille, Guillaume, c'est bien sûr les emplois qui sont menacés par la montée des robots et de l'intelligence artificielle. Oui, là, j'ai voulu vous montrer un robot que je connaissais pas beaucoup, mais qui m'impressionne, qui s'appelle Nadine, que l'on doit à des c'est pas vraiment une meuf cool, hein, j'ai envie de dire, à des chercheurs de Singapour. Nadine, en réalité, elle veut véritablement s'intégrer dans notre bureau. On voit son apparence humaine, on le voit de plus en plus. On a vu aussi avec c'est vrai que ça fait un peu peur. Ça fait peur. On le voit avec des robots qui s'appellent Ameca, qu'on doit à une société britannique, cette fois-ci Engineered Arts. Alors, dont on voit un exemple à l'écran avec effectivement énormément de facilité de mouvement de la part du visage. Le rêve absolu, c'est effectivement de rassembler ces apparences humaines avec des robots conversationnels, plus des capacités de mouvement. On voit que les modèles de langue sur lesquels fonctionnent les chatbots ne suffiront pas. Il faut certains modèles, comme le modèle GEPA, qui veut aller vers la prédiction des mouvements et sur lequel travaille par exemple Yann Lequin, vont sans doute beaucoup aider. On voit qu'il y a un grand chemin à faire. Bref, on n'est pas encore prêt, et tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle du grand remplacement, même si on a eu ces derniers jours des nouvelles pas très rassurantes. On a vu Amazon se séparer d'environ 15 000 personnes en mettant en avant l'intelligence artificielle. Ce qui je trouve très intéressant, c'est que il ne faut peut-être pas paniquer, mais j'ai eu la chance cette semaine de rencontrer des personnes que je suis depuis assez longtemps, que je trouve très intéressantes, notamment Kate Callow. Et elle, c'est une entrepreneuse. Et donc, je lui ai demandé, là on la voit, elle était avec une amie qui s'appelle Chico Guito. Alors, toutes les deux, elles sont très intéressantes parce qu'elles ont travaillé pour Kate Callow, pour Nvidia et pour Chico Guito, pour Microsoft. Elles ont toutes les deux quitté ces deux entreprises, ces deux big tech américaines, pour créer une IA africaine qui s'appuie sur les données locales. Et en fait, ce que je leur ai demandé, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut apprendre aujourd'hui? Parce qu'on est un petit peu perdu, on voit des robots qui nous ressemblent de plus en plus, on peut être pris de panique. Et elles m'ont dit, non, il faut apprendre, s'appuyer sur la culture et puis l'esprit critique, parce qu'on aura besoin de plus en plus de garder contrôle, même à travers le code informatique de ces robots, et surtout d'avoir énormément d'esprit critique. On le voit surtout dans notre approche de la vérité, qui est de plus en plus inondée de deepfakes. C'est la même chose, ça sera la même chose avec ces robots pour en garder le contrôle et peut-être ne pas succomber à la panique. En tout cas, c'est le petit conseil qu'elles m'ont donné. Ça m'a redonné un peu le sourire parce que quand on voit effectivement les dernières nouveautés technologiques, on peut être pris un petit peu de peur, Nina.